Alors, rebonsoir les amis, nous sommes à nouveau en direct pour cette deuxième partie de l'émission. Donc, le combat continue avec comme invité le Maquis, Laurent, Thibaut et le général Camtar. Et nous avions terminé cette émission, la première partie, pardon, sur quatre propositions pour poursuivre le combat à travers la crise sanitaire du coronavirus, à savoir faire du réseau, se structurer, monter en niveau politique et se rendre visible. Voilà, on était arrivé là-dessus, donc maintenant c'est antenne libre, et puis nous accueillons finalement notre premier invité. NVV, est-ce que du coup tu souhaites réagir à ce qu'on s'est dit? Je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation. Félicitations. Moi, je trouve que c'est absolument super ce que vous faites. Donc, je suis ravi d'être là. Bonsoir à tous les gens qui nous écoutent et puis qui regarderont la rediffusion. Je peux porter quelques infos sur le confinement rapidement. Moi, je trouve que on est en train de vivre une dictature sanitaire totale. Je ferai remarquer que sous l'occupation, on était plus libre que maintenant, quand même. C'est à noter. Et que il y a une déclaration là qui a été faite, qui est très importante, qui est celle du docteur Fauci, qui est le docteur de la Maison Blanche, démocrate, c'est vraiment l'État profond américain, hein, anti-Trump, et qui a déclaré le 27 mars 2020, ça va vous intéresser. Donc c'est les gens qui ont mis le plan de confinement aux États-Unis, d'accord? Et ce mec-là a déclaré le 27 mars, donc il y a quelques jours, les conséquences cliniques globales du Covid-19 pourraient finalement s'apparenter davantage à celles d'une grippe saisonnière grave, dont le taux de létalité est d'environ 0,1%, ou d'une grippe pandémique semblable à celle de 1957 et 1968, plutôt qu'à une maladie semblable au SRAS ou au SREM, qui ont eu des taux de létalité de 9 à 10% et 36% respectivement, conclut Fauci le 27 mars 2020. Donc c'est pas rien, lui, c'est le type qui a, qui a fait mettre le confinement aux États-Unis. En France, est-ce que vous savez qui a fait mettre le confinement? C'est un certain Niels Ferguson. Niels Ferguson. Alors, aux États-Unis, l'OMS prévoyait 2,2 millions de décès. Maintenant, ils ont revu le chiffre à 93 000. D'accord? Qui a fait cette étude? Le professeur Christopher J.L. Murray, il est du IHME Director, Chair Department of Health Metric Science. Donc, on est passé d'un confinement imposé aux États-Unis qui était prévu pour 2,2 millions de morts à 90 000. Toujours un confinement. En France, Niels Ferguson, il prévoyait 500 000 morts pour la France. Si on prend les statistiques, on devrait être dans les 30 000 avec, excusez-moi, c'est un bilan macabre, avec ce qui est en train de se passer. Donc, on prévoyait 500 000, maintenant 30 000, et il y a toujours un confinement. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Niels Ferguson, pareil, il a reconnu lui-même s'être trompé. Et c'est la personne qui travaille directement avec la présidence de la République. Vous avez un dossier sur Mediapart qui l'explique, qui est parfaitement officiel. C'est cette personne qui a pris la décision du confinement en France, Niels Ferguson. Il a reconnu s'être trompé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur des chiffres chinois qui étaient faux. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les marchés se sont écroulés, les entreprises ont fait des dettes. Qui a racheté les dettes? Les banques centrales. Les banques centrales avec de la monnaie qu'ils ont imprimée pour le coup. Donc, ça me paraît un peu fou ce qui est en train de se passer. Surtout qu'il y a un précédent historique, c'est les Rothschild. Les Rothschild ont fait croire que Napoléon avait gagné Waterloo, alors qu'en fait, il avait perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Banque d'Angleterre s'est écroulée. Quand c'était au plus bas, ils ont tout racheté. Et puis après, quand on a su que c'était faux, eh bien, les cours sont remontés et les Rothschild sont devenus riches. Eh bien là, il est en train de se passer exactement la même chose avec les banques centrales, la Fed et la BCE.
Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le confinement. C'est une, je répète ce que disent les mecs qui ont imposé le confinement. Ben, c'est une grippe qui est très grave, d'accord, mais qui s'apparente, je cite, davantage à une grippe saisonnière qu'au SRAS ou au SREM. Voilà, là c'est ce qu'il dit officiellement. Comment ça se fait que le confinement est maintenu? Pourquoi le confinement et l'état d'urgence sont-ils toujours maintenus alors que leurs instigateurs ont reconnu s'être trompés? Moi, je pose la question. Bah si je peux me permettre, c'est Attali qui a répondu. Hein, une petite épidémie permettra d'installer le nouvel ordre mondial. Et il a bien, tu vois, je veux dire, il a dit une petite. Il n'a pas dit une épidémie permettra d'organiser le nouvel ordre mondial. Une petite épidémie. Et effectivement, là, ils vont créer donc un scénario pour la peur. Et donc, c'est pour ça, c'est des chiffres hallucinants, 500 000 morts, enfin, etc. Tout le monde pensait qu'il allait y passer. Et donc, une fois que la peur est installée, ils passent, donc là, ils en profitent pour passer leur loi scélérate. Et donc, dès qu'ils auront passé, donc ils auront fait leur hold-up financier, comme tu dis, et C'est donc déjà fait. leur. C'est déjà fait. Voilà, c'est ça, voilà, non, mais c'est rapide. Et leur coup d'État, donc institutionnel. Et donc maintenant, effectivement, très rapidement, je pense, ils vont commencer justement à dire bon ben nos mesures de confinement ont été efficaces, donc il y a moins de morts que prévu, donc on est des chefs, tu vois ce que je veux dire, et donc ça passera Voilà. très bien sur BFM TV. Et maintenant, on va commencer à déconfiner gentiment, continuer de nous faire confiance, etc. Une fois qu'ils ont fait le hold-up, tu vois, ils n'ont pas intérêt à ce que ça dure éternellement parce qu'ils sentent qu'il y a une pression populaire. Donc, je pense que c'est le plus rapidement possible, institutionnel et financier, et qu'après, évidemment, ils vont, donc du fait que du hold-up constitutionnel, ils vont nous déconfiner, je te dis, par tranche pour nous maintenir bien en main, et la majorité suivra le sauveur, selon Oui. la notion du triangle de Capman. Hein. Et puis quand il y aura un peu trop de gilets jaunes, ils diront attention, il y aura une seconde vague, une troisième vague. En attendant, et c'est pas moi qui le dis, c'est sur latribune.fr, ils ont imprimé là 5 000 milliards. Et cet argent, il sert à racheter les dettes des entreprises. C'est incroyable ce qui se passe. Et on ne parle que de la chloroquine, etc. Mais c'est un hold-up, comme tu dis. Mais parce que les Rothschild, ils l'ont fait sur l'Angleterre et la France. Et là, c'est à l'échelle mondiale. Je sais pas si tu vois le truc, quoi. Bah ouais, là c'est Ils l'ont on annoncé, vit on vit quelque chose quand même de fantastique, hein. On a 3 milliards d'individus confinés, quoi. Je crois que c'est peut-être même plus que ça maintenant parce que enfin ouais, on est en train de vivre quelque chose d'inédit et dans l'histoire de l'humanité de toute façon. Mhm. C'est assez fantastique d'ailleurs. Il y a aussi Mais un autre point, et juste après, je vous embête plus, mais pour finir là-dessus, qui est très intéressant. Écoutez bien. En Allemagne, ils ont 15 000 lits en réanimation de base. Nous, en France, on en a 5 000. On en a 5 000. C'est-à-dire qu'en fait, on a une crise des hôpitaux qui date pas d'hier. D'ailleurs, nous, dans les Gilets jaunes, on les a vus, les ambulanciers. On les a vus, le personnel hospitalier. Et donc, en fait, ce qui se passe en France, pourquoi est-ce qu'il y a? Parce que quand même, il y a besoin d'hospitaliser les gens, il y a besoin de les intuber, d'accord? Alors, pas tout le monde, mais il y a des cas qu'il faut intuber. Sauf que, comme on n'a pas les lits, mais évidemment que tu es obligé de confiner la population, parce que sinon, qu'est-ce qui apparaît? Eh ben, qu'on peut pas vous soigner. On peut pas vous soigner. En Allemagne, le confinement est pas le même. C'est-à-dire qu'effectivement, les bars sont fermés, les cinémas, les lieux de culte, etc. Mais t'as pas besoin d'une attestation pour sortir. Les gens sortent dans la rue de manière tout à fait normale en Allemagne. Quelle est la différence? Ils ont plus de lits. Et du coup, ben, les hôpitaux sont pas saturés. Donc nous, en fait, moi, ce que j'avance, c'est que on a des hôpitaux qui sont délabrés depuis longtemps, qui n'ont plus suffisamment de moyens, et qu'en fait, le moindre, qui sont déjà saturés en permanence depuis 10 ans, 20 ans, même déjà les années SIDA, ça avait commencé. Il y avait des manifestations du personnel hospitalier qui demandaient plus de moyens parce qu'ils ne pouvaient pas soigner. Il n'y avait pas suffisamment de lits déjà à l'époque
pour soigner les gens qui étaient atteints du sida, enfin, en tout cas pour au moins les hospitaliser. Il n'y en avait pas suffisamment, déjà à l'époque. Le problème, c'est que à ce moment-là, qui est responsable? Qui est responsable? Le gouvernement. Tu l'as dit tout à l'heure, Macron, il fait fermer des hôpitaux. Il fait fermer des hôpitaux. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Après, par ailleurs, bon, on va avoir quand même, normalement, on devrait avoir dans les 30 000 morts. C'est pas rien non plus, quoi. Mais en 2017, on a eu 20 000 morts de la grippe saisonnière. Alors, je pose la question. Est-ce que le confinement, ça serait pas la conséquence d'un manque de moyens dans nos hôpitaux? Bah, je pense que la réponse, elle est très claire, hein. Oui, bien évidemment. Je veux dire, on avait les urgences qui étaient en grève depuis 1 an et demi. Enfin, même au-delà des urgences, tout le personnel hospitalier était en grève depuis plus d'1 an. Les mecs, ils en pouvaient plus. Ils faisaient des gardes de 24 heures. Ils entassaient les vieux dans le couloir. T'avais des lits dans les couloirs. 8 heures de 8 heures d'attente aux urgences de Corbeil-Essonnes. Enfin voilà, l'hôpital, il était dans un état Oui. lamentable avant la crise du coronavirus. Là, il faut le rappeler, les hôpitaux privés, donc les cliniques, elles sont pas surchargées, hein. Ouais. Y a pas eu de réquisition. Alors bon, il y a un bisbille entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais bon, euh, il y a des trucs bizarres et au final, il y a eu un crime contre l'hôpital public. On paye quand même des impôts, on paye des charges pour la sécurité sociale et on a fait en sorte d'endetter l'hôpital public. La charge de la dette, elle a augmenté au cours des années 2000 jusqu'à la crise des subprimes, où je crois que c'est la banque Dexia qui avait proposé aux hôpitaux pour faire des investissements, donc des prêts à taux d'intérêt variable, tu vois, des sortes de subprimes justement, et ça avait fait flamber la dette de l'hôpital. Enfin, je veux dire, c'est un scandale incroyable, cette affaire-là. Je crois que la dette, elle est passée de 10 à 50 milliards, tu vois. Et, euh, et après, on vient nous dire, oui, restez confinés. Mais j'ai envie de dire, vous, les politiciens, restez confinés, qu'on vous revoie plus. Sinon, en fait, vous allez passer un sale quart d'heure. Parce que gouvernement Chirac, donc Fillon, Sarkozy, Raffarin, gouvernement Sarkozy après avec Fillon, encore lui, euh, gouvernement Hollande et les gouvernements Macron, vous avez tous contribué à détruire littéralement l'hôpital public français, qui est devenu en fait enfin c'est plus des hôpitaux dignes d'un pays avancé, soi-disant développé au 21e siècle. Quand tu te balades dans les hôpitaux, dans les urgences, enfin, je veux dire, c'est pas croyable, quoi. Et on en est là à cause, encore une fois, de cette dette, à cause de la mainmise des intérêts euh, des multinationales privées, des organismes financiers qui, elles, lorgnent sur le gâteau de la Sécu, parce que c'est quand même 500 milliards, je crois, de budget par an qui échappent au marché, en fait. Et voilà, c'est comme le gâteau de la retraite, en fait. Ils veulent se l'approprier, euh, et puis c'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais rajouter un élément de réponse de pourquoi ça dure. Effectivement, je suis du même avis pour dire que il y a une instrumentalisation vis-à-vis de la menace du Covid-19. Il y a une instrumentalisation. Et là, on peut tout à fait imaginer qu'ils profitent pour garder les gens confinés, mais tous les activistes de terrain, en l'occurrence le mouvement des Gilets jaunes, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas disparaître. Donc, quand j'entends ces constats et ces interrogations auxquelles je pense qu'on peut répondre très facilement, parce que le visage de ce régime, il est clair, c'est que tu lui dis j'ai faim, lâche un peu du lest,
il t'envoie un flashball dans la gueule. Donc comme ça, le message c'est clair. Je te crève un œil. Donc déjà, je te menace physiquement d'ouvrir ta gueule. Et là, en plus d'être menacé physiquement maintenant, tu es menacé par rapport à l'attitude que tu vas prendre au civisme, quelque part. Tu vois. Bon, on n'est pas encore officiellement comme la Chine avec des logiciels de reconnaissance faciale qui t'identifient dans la rue si tu ne traverses pas sur les clous ou pas. Mais ça ne m'étonnerait pas, vu la nature de ce régime et des personnes qui l'incarnent, leur malhonnêteté et de leur fourberie, qu'ils utilisent ce genre de procédé pour se maintenir au pouvoir. Parce que on sent bien que depuis 16 mois, il y a une volonté d'une majorité du peuple, mais à travers une minorité agissante, qui est le mouvement des Gilets jaunes, de foutre dehors, et le message était clair dès le départ, de foutre dehors ces incapables, ces menteurs, ces profiteurs, ces parasites, parce que eux, tout le monde se souvient du rassemblement à Paris pendant que Macronette, elle était en train de faire du ski. Donc, Ah, mais tu vois, moi, ce qui me fait peur, ouais. c'est que là, effectivement, entre nous et même les gens qui nous regardent, je veux dire, on est tous d'accord. Sauf que, et là, moi, je n'ai pas la solution. Alors, c'est une question que je vous pose, mais regarde, les dernières libertés publiques ont été suspendues et la population a massivement applaudi. 90% des Français ont applaudi des deux mains le confinement. C'est-à-dire que on a en face de nous un peuple qui a un niveau de domestication absolument gigantesque, quoi. C'est presque un programme. Ils ont presque été programmés via, je ne sais pas moi, la télé, les grands médias, l'éducation nationale, la loi aussi, la loi qui conditionne sur ce qui est licite et illicite. Comment on fait? Mais comment on va faire pour déconditionner les Français? Tu te rends compte? On nous a retiré là, mais c'est du jamais vu. Tu sors de chez toi, boum, tu prends une amende. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les gens applaudissent à ça. Nous, on va faire comment? Parce que là, pareil, les gens qui nous regardent, nous qui sommes conscients de tout ça. Mais moi, la question que je me pose, j'ai pas la réponse. Mais comment on va faire pour que les gens, quand on leur dise, enfin, pour les dédomestiquer, si j'ose dire, comment on fait? J'ai pas Et la bah, solution. moi là, ce soir, c'est la première fois que j'entendais applaudir parce que j'étais en vadrouille en voiture dans ma ville. Et dès que les gens applaudissaient aux fenêtres, j'ouvrais ma fenêtre de mon véhicule, je klaxonnais, comme ça il y avait l'attention était braquée sur moi. Je sortais ma tête et je gueulais Macron démission. Et bon, bah, c'est bien parce que j'ai eu quand même pas mal de sourires. Et je pense que déjà, c'est cette insoumission-là qu'on peut aussi envoyer aux gens là qui applaudissent. C'est bien beau, vous applaudissez, mais souvenez-vous de qui est l'ennemi aussi. Bon, ça c'était une petite boutade comme ça, mais après bon, il y a Thibaut qui voulait. Sauf si tu voulais réagir, NVV. Non, non. Ok, bah Excuse-moi, vas-y. je suis discipliné, t'as vu, je lève le doigt. Moi, Ouais, je vois ça. je suis un soumis, mais en deux mots. Qu'est-ce que tu veux? Je me soumets à la discipline du stream. Non, bah, en ce qui concerne comment faire bouger les Français de toute façon, euh, j'ai pas de réponse magique. Hein, je suis comme toi, NVV, et j'aimerais l'avoir. Enfin, j'ai peut-être des éléments de réponse, mais il y a un truc qu'il faut constater, c'est que je suis pas aussi fataliste. On en a déjà discuté sur le constat des Français comme population soumise, etc. Les Gilets jaunes sont la démonstration que on reste un peuple avec un fort potentiel d'insoumission. Et quoi qu'on en dise, quand on connaît un petit peu, je dis particulièrement, on a besoin d'un point de vue de référence. Tu parlais des Allemands plutôt, moi je vois les deux autres peuples européens. Si les Français sont soumis à un ordre politique et manquent de culture politique, je sais même pas ce qu'il faut commencer à dire sur les Allemands, quoi, ou d'autres peuples. On parle des Chinois, on parle des Japonais. Je veux dire, là, c'est juste, il y a rien, il y a même pas de base de résistance, quoi. On est les plus chauds, On est les plus chauds en Occident et de loin, quoi. Ce qui fait peur, d'ailleurs. Moi, j'aimerais que bon, bref, c'est pas mal pour les Français, mais c'est toujours pas assez. Le problème avec la question qui se pose, c'est comment conscientiser les Français, en fait. Moi, je suis navré, mais
il y a un élément qu'il suffit de constater, c'est qu'on n'est plus au XXe siècle. Aujourd'hui, avec Internet, la culture politique de base et la dissidence de base, ce que Adrien Bauzy appelle la nouvelle opinion publique, elle est à portée de clic. C'est-à-dire que n'importe qui peut finalement accéder à du Baudelhoménie, à du Maurras, à des textes qui étaient autrefois extrêmement obscurs, ou à des rapports sénatoriaux que seule l'élite obtenait hier. Là, l'information, bon alors il y a du bon, il y a du moins bon, mais l'information elle est accessible en 2 clics. La culture politique de base ne nécessite pas un niveau de vie, un niveau d'intelligence particulière. Elle nécessite juste une connexion Internet et un support pour la capter et un minimum d'intérêt. Si la majorité des personnes n'a pas cet éveil politique, c'est parce que tout simplement, enfin, ça ne les intéresse pas. La majorité des personnes n'a pas intérêt à ça. Là, j'ai l'impression que la majorité des Français, en tout cas, sans vouloir leur jeter la pierre, sont dans une situation un petit peu en mode, bon, bah finalement, ouais, c'est la merde. On est au courant, notre élite est corrompue, les politiciens sont inefficaces et c'est des salauds. Macron n'a pas une cote de popularité au-delà de 10% en France. Enfin, il n'est pas en situation de domination politique ou de domination des consciences totales. Sauf que l'attitude du Français moyen par rapport à ça, c'est le défaitisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors, c'est tout simplement le pourvu que ça dure, quoi. Jusqu'ici, tout va bien. Là, finalement, bah ouais, mais tu restes dans un pays, enfin, où la télé est branchée, Internet marche, il y a de l'eau chaude, le pétrole est encore disponible en abondance, la majorité de la population française a encore la possibilité de travailler et a un niveau de vie, même si c'est beaucoup cassé la gueule ces dernières années, a encore un niveau de vie correct. Et tant qu'il n'y aura pas un moment, cette réalisation que tu es face à un cas d'extrême urgence, c'est-à-dire le moment où tu n'as plus rien à perdre, concrètement, ça peut aller du jour au lendemain, hein, un scénario tout bête. Il y avait une série, je crois, qui était passée à l'époque sur France Télé, qui en parlait, ça s'appelait L'Effondrement. Tu veux créer une révolution dans ce pays, en fait, c'est tout bête. Il suffit de faire un bank run, ce que nous, on n'a pas la capacité de faire, mais que les médias ont la capacité de faire. Il suffit que le Français moyen aille au supermarché et qu'au moment de passer sa carte bancaire, il n'y a plus rien. Tu n'as plus de fonds, tu ne peux plus retirer d'argent. Là, c'est la révolution en 2 jours. Le problème, c'est que si on cherche à amener les Français sur le terrain politique par la conscience politique, par la conscience de classe, par la conscience de la situation, c'est un combat gagné d'avance. Les Français ont déjà une grande culture politique, ils ont conscience de la malhonnêteté et de l'horreur de nos gouvernants. C'est juste que la majorité ne sont pas assez en souffrance pour faire quoi que ce soit d'autre, en fait. La majorité sont satisfaits avec, certes, des réserves, mais sont satisfaits de leur sort, finalement. C'est ouais, mais regardez, je peux toujours aller au centre commercial, alors que si demain je m'inscris dans une démarche politique dure, comme vous l'avez fait les Gilets jaunes, qui va durer potentiellement 1, 2, 5, 10 ans, comme le font déjà des activistes, parce qu'il y a les Gilets jaunes, mais il y a les groupes qui existaient bien avant les Gilets jaunes. Si nous on fait ça, c'est énormément de temps, d'argent, de risques physiques, etc., que je n'ai pas envie d'investir. Il faut écouter ça, tout simplement. Enfin, il faut réaliser que ça se passe comme ça. Là, on a une responsabilité déjà parce que j'entends les gens qui nous... Enfin, je parle beaucoup, je suis désolé, mais et je sais que je ne mettrai pas tout le monde d'accord sur cette question, mais il faut, je pense, premièrement, que nous, résistants français, on se sorte de l'idée qu'on va ramener tout le monde. On ne ramènera pas tout le monde. Ce sont les minorités agissantes qui font l'histoire. C'est pas la majorité décidée. Une petite foule d'ouvriers à Saint-Pétersbourg, sans que je cautionne leur action, hein, et ce que ça a créé derrière, mais une petite foule d'ouvriers à Saint-Pétersbourg a réussi à foutre en l'air une monarchie centenaire. En France, c'est un très petit groupe qui a décidé, n'importe qui le dit aujourd'hui, c'est ouvert, qui ont décidé véritablement de la Révolution française telle qu'on l'observe aujourd'hui. Dans les 2 cas, ils avaient quand même les banques avec eux. Hein. Oui, absolument, absolument. C'est ce qui n'est pas notre cas, et c'est pour ça que le combat va être encore plus compliqué. Mais oui, tout à fait, hein, t'as raison de le préciser, dans le cas de la Révolution française comme dans le cas de la Révolution russe. Maintenant, là, c'est pour ça que j'insiste sur le fait Ils avaient des réseaux. Oui, aussi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la priorité à l'heure actuelle pour nous, c'est déjà de se fédérer entre nous, résistance française. On est certes minoritaire, du point de vue de l'opinion, mais on a cette force de frappe quand même, qu'il ne faut Prenons pas un négliger. exemple un peu plus fédérateur, le CNR, par exemple. Mais le CNR, je suis navré, hein, mais pour toute l'admiration énorme que j'ai pour le CNR, c'est quelques milliers de personnes à l'échelle nationale avec des degrés d'implication extrêmement différents. Oui, mais c'est ça. Donc, et nous, on se doit d'être ce nouveau CNR, finalement. C'est ça, c'est ce que je dis. Voilà. Ah, pardon, je l'ai mal pris. Mais... Non, mais, ce que je voulais dire, c'est parce que tu parlais de la Révolution française, de la Révolution bolchevique, j'ai dit un exemple un peu plus fédérateur, parlons du CNR, quoi.
Oui, 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 non, mais c'est tout à fait ça. Et là, on se doit d'être un nouveau CNR, c'est-à-dire fédérons-nous d'abord entre résistants. Il y a un potentiel, enfin, il y a des grosses masses de résistance quand même en France. Il y a énormément de gens, et je veux dire, là, nous, on est un petit groupe d'activistes. Regarde-nous, il y a ça nulle part ailleurs dans le monde. Il est minuit quasiment, on est à, tu vois, 200 viewers sur un petit groupe d'individus, tu vois, qui discutent comme ça. 320. 320. À 320, putain, j'ai même pas les chiffres. Pardon. C'est déjà énorme. Ça montre qu'il y a un potentiel de conscience énorme, quoi. Donc, fédérons-nous déjà entre nous. Montrons par soyons exemplaires dans le sens premier du terme, c'est-à-dire montrons l'exemple par nos actions. Et ensuite, espérons, il faut tenir jusqu'à ce qu'il y ait un événement fédérateur, un événement important qui nous permette d'aller au carton, quoi. Et que la majorité de la population monte avec nous. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais honnêtement, le mythe de la conscientisation populaire, j'y crois plus. J'y crois pas. Les gens sont moins cons qu'on ne le pense. Les gens, ils ont leur petite vie cadrée, leurs intérêts, etc. Tu les traites de moutons, tu leur mets les vérités en face des yeux, etc. Ils veulent pas la voir. Ils sont dans un schéma mental où ils espèrent simplement que ça dure. Et je les blâme pas. Je veux dire, moi, j'ai pas de gamin, j'ai pas leur vie. Bref, on va s'étendre. Un Bon. peu trop. Je vais faire monter, là, il y a T-Rex Patriarche qui veut monter. Est-ce que je peux faire descendre un de vous rapidement pour le faire réagir? Moi, il n'y a pas de problème, je peux quitter. J'ai balancé les infos. Ok. Et ça m'a tu peux fait rester, très plaisir. tu peux rester si tu veux, remonter plus tard. Tu J'ai restes dans la un room. petit montage à faire. On a craché sur les gens dans la rue. Je pense que ça va être magnifique. Oh putain. Ok, ça marche. Bon, bah, en tout cas, bonne soirée NVV et puis, bah, n'hésite pas à remonter Merci à beaucoup. l'occasion. Et puis, ouais, j'espère qu'on va réussir à avancer ensemble et créer le réceptacle suffisant et suffisamment grand pour la prochaine fois. Et qu'on pourra, être prêt. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça. Force et honneur. Courage et foi. Courage et foi. Allez, salut.